Au mariage de mon frère, j'ai été humilié. Mais le témoin a tout changé avec une seule phrase. Vous savez ces moments de la vie que vous aimeriez pouvoir effacer de votre mémoire. Eh bien, le mariage de mon frère fut exactement l'un de ces moments. Une soirée qui a commencé comme la pire humiliation de ma vie et qui s'est terminée d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Tout a commencé 3 mois avant le grand jour. Mon frère Antoine, de 3 ans mon aîné, avait toujours été le chouchou de la famille. Le fils parfait qui avait obtenu son diplôme d'ingénieur à Polytechnique, décroché un poste bien rémunéré chez Total et trouvé la fiancée de rêve de notre mère, Camille, une avocate blonde, mince, issue d'une famille bourgeoise de Neuilly. Moi, eh bien j'avais toujours été considéré comme le mouton noir. Je travaille comme institutrice dans une école publique de Seine-Saint-Denis, je vis dans un 2 pièces en banlieue et je n'ai jamais réussi à maintenir une relation qui dure plus de 4 mois. Quand Antoine m'a appelé pour être demoiselle d'honneur à son mariage, j'ai pensé que j'allais enfin être incluse comme partie importante de la famille. Quelle naïveté de ma part! La première humiliation est venue lors du choix des robes. Camille avait organisé un rendez-vous dans une boutique haut de gamme du 8e arrondissement. L'endroit était entièrement décoré dans des tons pastels, avec des moulures dorées au mur et des lustres en cristal qui ressemblaient à des bijoux suspendus au plafond. Je me suis senti complètement déplacé dans cet environnement digne d'un magazine de décoration. Camille est arrivée impeccable, comme toujours. Cheveux blonds parfaitement bruchés, tombant en ondulations douces sur ses épaules, portant un ensemble Hermès rose poudré qui coûtait probablement plus que mon salaire de 4 mois. À côté d'elle, ses 2 amies demoiselles d'honneur semblaient me sortir directement d'un shooting photo pour Vogue. Grande, mince, avec cet air de celles qui n'ont jamais eu à s'inquiéter de l'argent. « Écoute, Claire, » a dit Camille avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « j'ai choisi une robe spéciale pour toi. » Le mot « spécial » est sorti de sa bouche, chargé d'un ton qui m'a retourné l'estomac. Quand la vendeuse a apporté la robe, j'ai failli m'étouffer. C'était une aberration couleur vert bouteille, avec une coupe empire qui me donnait l'air enceinte de 6 mois. Des manches bouffantes qui ressemblaient à des ailes de chauve-souris, et pour couronner le tout, un imprimé floral gigantesque dans des tons marron et orange qui ressemblaient plus à du papier peint des années 70. « Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» a demandé Camille, pendant que ses amis dissimulaient des petits rires derrière leurs mains parfaitement manucurées. Elle s'harmonise parfaitement avec le thème champêtre chic du mariage. Tu vas te fondre merveilleusement avec la décoration. J'ai compris immédiatement, ce n'était pas pour que je me distingue, c'était pour que je me camoufle littéralement, que je devienne partie du paysage, que je passe inaperçu. Cette robe allait me transformer en feuillage ambulant, en élément décoratif sans personnalité. J'ai tenté d'argumenter, de suggérer d'autres options, mais Camille fut inflexible. « Claire, ma chérie, je suis la mariée. Le choix m'appartient. En plus, cette coupe dissimule, enfin tu vois, tes formes plus généreuses. » Le commentaire sur mon poids fut la cerise sur le gâteau de l'humiliation. Dans les mois qui ont suivi, les choses n'ont fait qu'empirer. Lors des réunions de planification, j'étais systématiquement ignoré ou accueilli avec des petites piques subtiles. « Claire, tu peux t'occuper de distribuer les dragées à la sortie. C'est une fonction plus adaptée à ton profil. » a dit notre mère lors d'une de ces réunions, comme si distribuer des sachets de bonbons était le maximum que je pouvais atteindre dans la vie. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue la semaine du mariage. Ma mère m'a convoqué pour une conversation privée dans le jardin de sa maison bourgeoise de Versailles. Elle était impeccable comme toujours, avec son ensemble en lin beige et son collier de perles Mikimoto, mais son visage portait une expression d'inquiétude qui m'a mise en alerte. « Claire, ma fille, a-t-elle commencé, touchant nerveusement les perles de son collier, je dois te demander quelque chose de très important. Le mariage d'Antoine est l'événement le plus important de notre famille. Tout le gratin parisien sera là. S'il te plaît, ne gâche pas son jour. »« Gâcher comment, maman ?» ai-je demandé, sentant ma poitrine se serrer. « Tu sais comment tu es, ma fille. Parfois tu dis des choses
inapproprié. Parfois tu attires l'attention inutilement. Contente-toi d'être discrète, d'accord? Souris. Sois poli, mais ne te fais pas remarquer. C'est le jour de ton frère. À ce moment-là, regardant le visage de la femme qui m'a mise au monde, j'ai compris qu'elle croyait vraiment que ma simple existence était un risque pour la réputation familiale, que j'étais un problème à gérer, pas une fille à célébrer. Le jour du mariage est enfin arrivé. La cérémonie devait se dérouler au château de Malmaison, un lieu éblouissant avec des jardins à la française, une chapelle du XVIIIe siècle et une salle de réception qui ressemblait plus à un palais royal. Quand je me suis regardé dans le miroir ce matin-là, portant cette aberration vert-bouteille, j'ai failli pleurer. La robe était encore pire que dans mes souvenirs. Les manches bouffantes me donnaient l'air d'un épouvantail. L'imprimé floral gigantesque attirait l'attention pour toutes les mauvaises raisons, et la couleur me donnait un teint maladif. Je ressemblais vraiment à un feuillage mal entretenu. La cérémonie dans la chapelle fut magnifique, je dois l'admettre. Camille était éblouissante dans une robe de mariée qui coûtait probablement plus qu'une voiture de luxe, avec une traîne de 4 mètres brodée à la main et un voile en dentelle de Calais qui avait appartenu à son arrière-grand-mère. Antoine, en queue de pie sur mesure, souriait comme s'il était l'homme le plus heureux du monde. Je suis resté à ma place à signer, essayant de me faire invisible, exactement comme on l'attendait de moi. Pendant toute la cérémonie, j'ai senti les regards de certains invités sur moi, et ce n'étaient pas des regards bienveillants. J'ai entendu des chuchotements étouffés derrière moi. Quelle robe originale! La pauvre! Qui a choisi cette tenue pour elle? C'est la sœur du marié? Mon Dieu, comme elle est différente d'Antoine! Après la cérémonie, nous sommes allés dans la salle de réception. L'endroit était vraiment impressionnant. Plafond à 5 mètres de hauteur, lustres en cristal, de baccarat, table ronde couverte de nappes en lin blanc et centre de tables floraux qui ressemblaient à des œuvres d'art. Chaque table coûtait plus à décorer que ce que je gagne en un mois. On m'a installé à la table des parents éloignés, loin de la table d'honneur où se trouvaient les mariés, nos parents et les témoins les plus importants. Une fois de plus, le message était clair. Tu es là par obligation, pas par choix. Pendant le dîner, j'ai tenté de converser avec les personnes de ma table, mais les réponses étaient monosyllabiques et polies. J'étais clairement vu comme la parente bizarre, celle qui ne s'intégrait pas au standing social de la fête. C'est alors qu'est arrivé le moment des discours. Mon père a parlé en premier, un discours émouvant sur le bonheur de voir un fils devenir un homme accompli. Le père de Camille a fait un discours élégant sur le fait de gagner un fils. Quelques amis ont fait des plaisanteries amusantes sur l'époque de célibataire d'Antoine. Et puis est venu le tour de mon frère. Antoine s'est levé, a ajusté sa queue de pie et a pris le micro avec l'assurance de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. La salle est devenue silencieuse, avec respect, 400 paires d'yeux fixés sur lui. « Bonsoir tout le monde », a-t-il commencé, et sa voix a résonné parfaitement dans la salle. « Je veux remercier la présence de tous en cette soirée si spéciale pour moi et pour Camille. » Il a remercié les parents, les beaux-parents, les amis, et puis, à ma surprise, il a mentionné mon nom. « Je veux parler aussi de ma sœur Claire, » a-t-il dit, et j'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Mon cœur s'est accéléré. Peut-être qu'enfin, il allait reconnaître notre lien, parler de notre enfance, démontrer un peu d'affection. Claire a toujours été différente de notre famille, a-t-il continué, et je n'ai pas aimé le ton. Depuis l'enfance, elle avait cette personnalité unique. Pendant que je me consacrais aux études, elle vivait dans la lune. Pendant que je pensais à l'avenir, elle, eh bien, vous pouvez voir le résultat. Un rire étouffé a résonné dans la salle. J'ai senti mon visage s'échauffer de honte. Il était vraiment en train de m'humilier publiquement, devant 400 personnes. Claire ne s'est jamais vraiment souciée des apparences, comme vous pouvez le constater, a-t-il dit, gesticulant vaguement dans ma direction. Elle a toujours été un peu, comment dire, le mouton noir de la famille.
toujours à créer. Des problèmes, toujours à aller contre ce qu'on attendait d'elle. Les rires étaient maintenant plus audibles. J'ai senti des larmes brûler mes yeux, mais je me suis refusé à les laisser couler. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Mais bon, Antoine a continué avec un sourire cynique. Au moins, elle est là aujourd'hui, essayant de bien se tenir. C'est un progrès, considérant qu'on pensait qu'elle ne viendrait même pas, vue comme elle est, et imprévisible. La salle a explosé de rire. Ce n'était plus un rire contenu, c'était une franche rigolade à mes dépens. J'ai regardé autour et j'ai vu des visages souriants, certains avec pitié, d'autres avec une cruauté amusée. À la table d'honneur, ma mère souriait, gênée, clairement mal à l'aise mais sans courage d'intervenir. Camille riait ouvertement, couvrant sa bouche avec sa main dans une fausse tentative de dissimuler. Je voulais disparaître, m'évaporer, devenir littéralement partie de la décoration comme il l'espérait. La robe ridicule, les rires, les regards de jugement, tout s'est transformé en cauchemar éveillé. Alors, un toast à ma petite sœur Claire. Antoine a levé sa coupe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Qui même en étant, elle-même, est ici avec nous aujourd'hui. Plus de rire, plus d'humiliation. J'étais sur le point de me lever et de partir en courant quand une voix grave a tranché l'ambiance comme une lame. « Excusez-moi. » Tout le monde s'est tourné pour « regarder ». C'était Julien, le meilleur ami d'Antoine depuis Sciences Po et témoin du mariage. Un homme grand, aux épaules larges, d'environ 38 ans, cheveux bruns avec quelques fils gris aux tempes et des yeux verts intenses qui à ce moment ressemblaient à 2 lasers, transperçant la frivolité de la salle. Julien s'est levé lentement de la table d'honneur, sa présence imposante faisant que toute la salle reste dans un silence absolu. Il portait une queue de pie impeccable, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses muscles bougeaient sous le tissu, qui suggérait qu'il n'était pas juste un autre cadre supérieur prospère. Avant de trinquer, sa voix a résonné dans la salle sans avoir besoin du micro, claire et ferme comme celle de quelqu'un habitué à commander. Je dois parler de la seule personne qui m'a vraiment sauvé la vie. Le silence était maintenant absolu. 400 personnes suspendues à chaque mot qui sortirait de sa bouche. Antoine tenait encore le micro, mais avait complètement perdu le contrôle de la situation. Il y a 6 ans, Julien a continué marchant lentement entre les tables, je rentrais d'un dîner d'affaires par une nuit pluvieuse sur la 6. J'avais bu un peu, pas assez pour être ivre, mais assez pour avoir les réflexes diminués. Il s'est arrêté juste à côté de ma table, et ses yeux se sont fixés dans les miens pendant un moment avant de continuer. Ma voiture a dérapé dans un virage et a fait 3 tonneaux avant de s'arrêter dans un fossé. Je suis resté coincé dans la ferraille, conscient mais regardant ma vie s'écouler par la coupure profonde à la jambe. C'était une route isolée, 3 heures du matin, pluie torrentielle. J'étais certain que j'allais mourir là. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre le bruit de la pluie fine qui avait commencé à tomber dehors. Et puis, Julien a continué, sa voix chargée d'émotions contenues. Une institutrice qui rentrait tard d'une réunion parents-professeurs à son école s'est arrêtée. Elle aurait pu passer son chemin, aurait pu appeler les secours et continuer sa route. Mais non, elle est descendue sous la pluie, a sali sa robe du dimanche qui était probablement la plus belle qu'elle possédait, et est restée avec moi pendant 3 heures à me tenir la main et faire pression sur la blessure pour arrêter l'hémorragie. J'ai senti mon cœur s'arrêter, je me souvenais de cette nuit. Ça avait été terrible, mais je n'avais jamais su qu'il s'agissait de Julien. Cette femme, a-t-il dit, maintenant regardant directement vers moi, ne me connaissait d'aucun endroit, ne savait pas qui j'étais, combien d'argent j'avais, ou quelle position sociale j'occupais. Elle a juste vu un être humain ayant besoin d'aide et n'a pas hésité une seule seconde. Les larmes que j'avais retenues pendant tout le discours d'Antoine coulaient maintenant librement sur mon visage. Pendant qu'on attendait que les secours arrivent, elle m'a parlé, m'a gardé éveillé, m'a raconté des histoires drôles de ses élèves pour que je ne panique pas. Quand les pompiers sont finalement arrivés, ses mains étaient couvertes de mon sang, sa robe était fichue et elle était trempée par la pluie.
Julien a marqué une pause, laissant le poids des mots s'installer sur la salle. Les médecins ont dit ensuite que si elle ne s'était pas arrêtée, si elle n'avait pas fait pression sur la blessure pendant tout ce temps, je serais mort d'hémorragie avant l'arrivée des secours. Maintenant, il y avait plusieurs personnes qui pleuraient dans la salle. L'atmosphère avait complètement changé de la cruauté frivole vers quelque chose de profondément émouvant. Pendant ma convalescence à l'hôpital, j'ai voulu la retrouver, pour la remercier. J'ai découvert qu'elle s'appelait Claire, qu'elle était institutrice dans une école publique de banlieue, qu'elle travaillait dans 2 établissements pour arriver à payer le loyer d'un petit appartement. Il s'est approché encore plus de ma table. J'ai découvert aussi qu'elle avait perdu un jour de travail pour rester avec moi à l'hôpital jusqu'à être sûre que j'étais stable. Un jour de salaire qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre, mais qu'elle a perdu sans hésiter parce qu'elle s'inquiétait pour un inconnu. Julien a tendu la main vers moi, et je l'ai accepté, me levant avec les jambes tremblantes. « Cette femme », a-t-il dit, parlant maintenant à toute la salle mais regardant dans mes yeux, a un cœur plus grand que cette salle entière. Elle consacre sa vie à enseigner aux enfants défavorisés, travaille les week-ends en donnant des cours de soutien gratuits aux élèves en difficulté et trouve encore du temps pour s'occuper des personnes âgées à la maison de retraite comme bénévole. J'arrivais à peine à croire ce que j'entendais. Comment savait-il tout cela ? Après qu'elle m'ait sauvé, j'ai voulu lui rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre. J'ai offert de l'argent, elle a refusé. J'ai offert un meilleur travail. Elle a dit que sa place était dans l'école publique. J'ai offert tout ce dont elle avait besoin. Et savez-vous ce qu'elle a demandé ? Julien a souri, un sourire authentique et chaleureux qui a illuminé tout son visage. Elle a demandé que je fasse don d'une bibliothèque complète à l'école où elle travaille. Elle ne voulait rien pour elle-même, elle voulait des livres pour ses élèves. Maintenant, je sanglotais ouvertement, sans réussir à contrôler l'émotion. Alors, Julien a levé sa coupe, sa voix résonnant puissamment dans la salle. « Je veux porter un toast à Claire, à la femme qui m'a appris que la vraie noblesse n'a rien à voir avec l'argent ou la position sociale. Ça a à voir avec le caractère. Ça a à voir avec le courage de s'arrêter sur une route sombre pour sauver un inconnu. Ça a à voir avec consacrer sa vie à faire la différence dans la vie d'autres personnes, même quand personne ne regarde. » Le silence dans la salle était assourdissant. Quelques personnes pleuraient ouvertement, d'autres me regardaient avec une expression complètement différente de celle qu'elles avaient quelques minutes avant. À Claire, Julien a continué, qui est tout ce qu'une personne devrait aspirer à être, courageuse, généreuse, intègre et authentiquement bonne, et qui, soit dit en passant, est magnifique aujourd'hui dans cette robe qu'elle a choisi de porter pour honorer le thème champêtre chic de ce mariage. La dernière phrase fut dite avec un ton qui laissait clairement entendre qu'il savait exactement ce qui s'était passé avec le choix de la robe. Toute la salle s'est levée dans une ovation, 400 personnes applaudissant, beaucoup pleurant, toutes me regardant avec respect et admiration. J'ai regardé vers la table d'honneur et j'ai vu ma mère avec des larmes aux yeux, clairement choquée. Camille était pâle, ne sachant plus où se mettre. Et Antoine avait l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Julien m'a serré dans ses bras. Alors, une étreinte forte et chaleureuse qui m'a fait sentir, pour la première fois en années, que j'importais vraiment à quelqu'un. « Merci de m'avoir sauvé, Claire », a-t-il chuchoté à mon oreille. « Et merci de m'avoir appris ce que signifie vraiment être une bonne personne. » Le reste de la soirée fut complètement différent. Des gens qui m'avaient ignoré toute la soirée venaient maintenant me parler, chercher à mieux me connaître. J'ai découvert que beaucoup d'invités travaillaient aussi dans des projets sociaux. Certains se sont même proposés pour aider l'école où j'enseigne. Ma mère s'est approchée de moi vers la fin de la soirée, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « Claire, ma fille, » a-t-elle dit, tenant mes mains fermement, « pardonne-moi d'avoir été si aveugle, si injuste envers toi. Je ne savais pas.
Je n'ai jamais su tout ce que tu fais, qui tu es vraiment. » Antoine est aussi venu me parler, clairement gêné et repentant. Il s'est excusé pour son discours, a dit qu'il ne connaissait pas l'histoire avec Julien, qu'il n'avait jamais imaginé qui j'étais vraiment derrière l'image qu'il s'était construite de moi dans sa tête. Mais savez-vous ce qui m'a le plus marqué de toute cette soirée? Ce n'étaient pas les excuses tardives ou la reconnaissance soudaine. C'était la façon dont Julien me regardait, comme si j'étais la personne la plus précieuse du monde, comme si ma simple existence était un cadeau. J'ai découvert cette nuit-là qu'il avait divorcé il y a 3 ans, qu'il n'avait pas d'enfant, et qu'il consacrait une bonne partie de son temps libre et de son argent aux projets sociaux, inspiré par ce que j'avais fait pour lui cette nuit pluvieuse. « Tu sais, Claire, » m'a-t-il dit pendant que nous dansions sur une musique douce à la fin de la soirée, « j'ai passé 6 ans à chercher une façon de te remercier convenablement. Aujourd'hui, j'ai réalisé que peut-être la meilleure façon, c'est simplement d'être dans ta vie, si tu me le permets. » 8 mois plus tard, je portais une robe que Moïa j'avais choisie. Une robe magnifique, bleu marine, qui mettait en valeur mes yeux et me faisait me sentir puissante, à mon propre mariage avec Julien. Notre fête fut plus petite, plus intime, mais infiniment plus authentique. Nous avons invité les enfants de l'école où je travaille, les personnes âgées de la maison de retraite où je fais du bénévolat, de vrais amis qui nous connaissaient vraiment. La décoration n'a pas coûté une fortune, mais elle était faite avec amour et attention. Antoine était mon témoin, dans une tentative sincère de reconstruire notre relation. Ma mère a pleuré de fierté pendant toute la cérémonie, et quand Julien m'a embrassé devant l'autel, j'ai su que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait pour ce que je suis vraiment, pas pour ce que les autres attendaient que je sois. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je travaille toujours dans la même école publique, parce que Julien avait raison. Ma place est là, faisant la différence dans la vie de ses enfants. Mais maintenant, j'ai aussi une famille qui me soutient, qui me valorise, qui m'aime inconditionnellement. Et savez-vous ce que j'ai appris de tout cela? Les familles peuvent nous étiqueter comme le mouton noir, la différente, la problématique. Elles peuvent nous habiller comme du feuillage pour ne pas éclipser l'éclat des autres. Elles peuvent essayer de nous diminuer pour se sentir plus grandes. Mais la vérité trouve toujours un moyen d'apparaître. La valeur d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède ou la position qu'elle occupe socialement. Elle réside dans ce qu'elle fait quand personne ne regarde. Elle réside dans le courage de s'arrêter sur une route sombre pour aider un inconnu. Elle réside dans le dévouement silencieux à rendre le monde un peu meilleur chaque jour. Et vous qui m'écoutez maintenant, avez-vous déjà été appelé le mouton noir de la famille? Vous êtes-vous déjà senti déplacé, inadéquat, comme si vous n'apparteniez pas à cet endroit? Que feriez-vous si toute la vérité sur qui vous êtes vraiment était révélée en public devant tous ceux qui vous ont jugé? Parce que je vous garantis une chose, votre moment viendra. Ce ne sera peut-être pas lors d'un mariage, ce ne sera peut-être pas à travers un discours émouvant. Mais un jour, d'une façon ou d'une autre, le monde reconnaîtra votre valeur. Et quand cela arrivera, vous réaliserez que l'opinion des personnes qui comptent vraiment est la seule qui importe. Et parfois, juste parfois, le mouton noir est en réalité le joyau le plus précieux de la famille. Il attendait simplement quelqu'un avec les bons yeux pour reconnaître son éclat.